Bonjour, merci beaucoup pour l'organisation de ces journées, merci pour l'invitation, ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'initiative aussi. Vous entendez? Non, c'est pas assez fort. Alors soit on monte le son, soit tu parles plus fort. Plus fort, plus peut-être comme ça, là c'est mieux. Je pense que ça va si je mets comme ça. Vous entendez là? Ok, bon. Tu parles vraiment dans le micro. D'accord. C'est bon. Merci beaucoup. Je disais merci aux organisateurs, merci de cette journée. Ça fait plaisir de voir ce genre d'activité à l'université et merci de me donner l'occasion de partager avec vous un certain nombre de réflexions qui sont issues de mon travail de recherche et pas dans mon cas de mon travail militant ou de mes engagements. J'ai un peu peur de faire des choses qui décoiffent, parce que comme j'ai des origines argentines, je pense que ça peut donner aussi comme résultat un président un peu dont on se passerait bien en ce moment. Donc voilà, j'ai plutôt tendance à bien me coiffer en ce moment. J'ai beaucoup travaillé sur le quartier comme figure de collective d'inscription ou de formation ou de mobilisation aussi, de socialisation des classes populaires, et ça dans différents endroits et en France évidemment. Et je parlerai aujourd'hui notamment à partir d'un dernier travail que j'ai fait sur le militantisme associatif dans les quartiers populaires, pas nécessairement dans des quartiers d'habitat social. Il y en a qui ne le sont pas dans mon univers d'enquête. C'est autour d'une dizaine de villes un peu partout en France et dans des différents domaines. Je ne donnerai pas le détail de cette enquête, mais mes réflexions sont issues de là, et donc ce sont des quartiers d'Avignon, de Montpellier, de Toulouse, de la région parisienne, de Lille, de Roubaix, d'un certain nombre d'endroits. Et là, le micro est coupé, je crois. T'as coupé le micro. Mais je peux parler plus fort. Ah, voilà, ça revient. Et j'ai volontairement choisi des engagements ou c'est moi qui les appelle militants, ils s'appellent pas eux-mêmes militants, dans différents domaines de l'action collective, ou des associations qui s'occupent de différents types de problèmes, du sport, de la culture, de la réinsertion des jeunes qui sortent de prison, de la question de l'hygiène par exemple, de la vie des quartiers en général, la défense, l'action contre la violence produite par le narcotrafic, différents types de domaines de mobilisation et de prise en charge par les collectifs. C'est une enquête relativement récente et que j'ai menée pendant quelques années. Alors, cette enquête, ce travail, c'est construit beaucoup en dialogue avec le travail d'un sociologue que Paul vient de citer, dont j'ai vu un ouvrage dans la table d'entrée, Jacques Yon, qui a beaucoup travaillé, notamment à Saint-Étienne, et qui disait une chose qui m'a beaucoup interpellé, beaucoup parlé, et qui me semble importante parce que il mettait beaucoup la question de l'engagement et du militantisme en dialogue avec l'émergence de nouvelles formes d'individualisme dans nos sociétés. Et il disait, pour simplifier, qu'on était passé d'une forme d'engagement qu'il appelait timbre. Le militant était collé à une enveloppe et il dépendait de cette enveloppe, et c'était à vie, c'était pour toujours. Une forme d'engagement durable, pour le dire vite et d'une manière un peu caricaturale, qui correspond au militantisme qui a pu se développer tout au long du XXe siècle au sein des organisations catholiques, par exemple, ou du Parti communiste français. Et il disait, et on est passé aujourd'hui à un engagement qu'il appelait post-it, qui se décolle et qui se recolle en fonction des situations, des circonstances, etc. Et cette évolution
donc ces engagements plus à la carte, plus éphémères, moins liés à la loyauté, à la fidélité dont parlait Paul à l'instant, se lient beaucoup avec une forme d'organisation et de positionnement devant le conflit qui a été beaucoup travaillé par un philosophe plutôt de droite, mais que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup les travaux. Je crois que ces réflexions sont importantes pour ce dont on va discuter aujourd'hui, qui s'appelle Marcel Gauchet, et qui disait que l'une des choses qui caractérise notre individualisme contemporain, c'est que la résolution du conflit qui est typique de notre conjoncture, je pourrais dire, dans ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'évitement. C'est-à-dire que quand quelqu'un est devant une situation conflictuelle dont l'issue ne lui convient pas, il s'en va vers d'autres horizons. Il préfère éviter la situation conflictuelle et aller ailleurs. Par exemple, on quitte son conjoint et on va voir ailleurs parce qu'on ne supporte plus le conflit. Mais je suis sérieux, hein, c'est dans les observations de Marcel Gauchet, mais qui rejoignent beaucoup les observations de Jacques Llon, qui lui était par contre bien à gauche dans son positionnement politique, si je peux dire ça comme ça aujourd'hui, et ce que Jacques Llon observait dans ses premiers travaux, c'était une crise profonde du militantisme, parce qu'il disait, eh bien, quand il y a le problème de la discipline dans l'appartenance aux organisations collectives, et que ce problème de la discipline supposait que le militant allait à une instance, mettons une assemblée ou une réunion où on allait prendre des décisions, et qu'il se soumettait au collectif, il allait avec ses positions, ses prises de position, ses points de vue, etc. Il allait à la confrontation ou au partage ou à la discussion ou au raisonnement collectif, et puis si l'issue de la réflexion ne lui convenait pas, eh bien il restait et il faisait la sienne, la décision du collectif. Et il disait, dans les engagements contemporains, ce qui va primer, c'est l'individu, le sujet individuel, et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va s'en aller. Si à l'Assemblée, on ne vote pas comme lui, il pense que les choses doivent être faites ou conduites, eh bien il s'en va, il fait ses sessions, et les collectifs s'affaiblissent, disait dans ses premiers travaux Jacques Llon. Ce qui correspond beaucoup à ce qu'observe, il me semble, Marcel Gauchet. Donc je suis allé avec ces interrogations en partie faire mes enquêtes, et puis en reprenant aussi les clés que nous proposait Paul, mon travail, ma réflexion est très inquiète par l'évolution de la démocratie et il me semble qu'on ne peut pas concevoir, penser l'engagement et la politique en général aujourd'hui sans penser à la manière dont évoluent nos démocraties. L'une des caractéristiques de ce qui se passe, il y a une temporalité pour mon travail, pour ces chercheurs dont je parle, disons, c'est des années 80 vers aujourd'hui, mettons que c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir en 81, mais avec tout le reste qu'on connaît bien, l'une des choses qu'il me semble venir au galop et s'être installée dans nos démocraties contemporaines, pas seulement en France, c'est la présence des classes populaires au sein de la démocratie. Et ces classes populaires, pas qu'il n'y en avait pas auparavant, elles étaient bien là, et notamment la classe ouvrière était bien au sein de la démocratie, elle s'était bien intégrée dans la démocratie, mais cette présence change. Parce que ce n'est plus une classe ouvrière telle qu'elle l'a été, ça on le sait tous, mais parce qu'elle vient à travers, j'apprécie beaucoup la manière dont ça a été pensé par un chercheur argentin que nous aimons beaucoup, qui s'appelle José Nun, et qui a écrit un texte magnifique qui s'appelle « La rébellion du cœur ». Il disait, il fut un temps où la tragédie avait une voix qui prenait le devant de la scène et qui parlait au nom de tout le monde. Et puis aujourd'hui, dit-il, le cœur s'est insurgé
ils sont tous venus dans le devant de la scène et ils veulent tous parler de leur propre voix. Et donc c'est une voix, c'est une polyphonie, mais avec tous les problèmes que cela suppose. Et les classes populaires, il me semble, viennent aujourd'hui dans l'espace de la démocratie de cette façon-là, éclatées, rudimentaires, chantant pas toujours sous la forme d'une harmonie, de manière plutôt dissonante et conflictuelle. Cette présence des classes populaires aujourd'hui dans nos démocraties tord les formes non seulement instituées, mais établies, les formes établies de la politique. Et donc ça fait violence, et quand je dis que ça fait violence, ça ne fait pas, c'est pas simplement dans un sens figuré que j'emploie le terme de violence, mais dans un terme plutôt réel, il y a des formes d'action violentes auxquelles nous assistons, de la part des mouvements sociaux, de la part de l'État qui devient plus répressif. Le conflit prend de formes violentes et je crois qu'on est malheureusement engagé dans une pente où la violence prendra de plus en plus de place au sein de nos démocraties en la mettant en péril. Je parle là de la violence physique. J'ai un machin qui est censé m'aider pour la prise de notes, mais c'est beaucoup plus long que le papier, je suis désolé. Alors, une bonne manière de présenter des enquêtes, souvent, c'est de raconter leur histoire. Je suis invité, il y a une dizaine d'années, par la Fondation Abbé Pierre à une rencontre, ce qu'ils appellent une rencontre d'habitants. Ça se passe à Paris et je me retrouve dans un grand espace comme celui-ci, plein d'habitants, disent-ils. Ils se présentent comme ça eux-mêmes, venant des quartiers populaires d'un peu partout en France, et ils partagent leurs réflexions, et je suis censé prendre des notes, faire la synthèse de la fin, prendre des notes de ce qui s'y dit, et faire un commentaire à la fin. Je reviendrai la nuit suivante et l'année d'après, et ça fait 10 ans que j'assiste à cette espèce d'instance collective. Ce n'est pas un collectif à proprement parler, c'est une grande fondation avec beaucoup de ressources qui les réunit, qui finance aussi les activités de ces associations d'habitants de quartiers populaires. Et je vois là un espace très 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 intéressant. Et je vois immédiatement, ça c'est ma déformation de sociologue, il se présente tout le temps comme à partir de l'idée d'hétérogénéité, des expériences très hétérogènes, des situations très hétérogènes, ce qui rejoint ce que j'entends dans les salles des cours, ou plutôt dans les salles des laboratoires de recherche avec mes autres collègues cartiérologues, qui disent, bon, c'est très hétérogène. Et à bien regarder, ma déformation professionnelle me fait voir quelques traits communs, et je commence à voir plutôt un espace d'homogénéité dans cette voix chorale dont je viens de parler, et donc ça me met à réfléchir. Et il y a un premier terme qui apparaît beaucoup. Ils sont en colère, ces gens, ils sont tous en colère, ils sont véhéments, ils parlent avec force, et ils viennent toujours dire, ils sont insurgés contre le politique. Ils disent le politique. Le politique. Et dans un premier temps, je ne comprends pas, parce que dans mes lectures un peu de claustres universitaires, le politique, ça renvoie à un philosophe, Claude Lefort, qui disait la politique, le politique. Mais eux, ils emploient le terme dans un tout autre sens, ça n'a rien à voir avec le pauvre Lefort. Et le politique, ce sont les élus. Et ce sont les élus des collectivités territoriales. Et donc, c'est ce qui les embête, le politique. C'est ce qui leur rend la vie difficile. Et ils parlent tout le temps le politique, et c'est pas très difficile à comprendre qu'ils sont dans une situation d'une profonde ambiguïté vis-à-vis de ce monde politique, parce que d'une part, ces espaces politiques les ont institués en tant qu'association, leur ont donné de l'argent, et ils y dépendent, et notamment ils y dépendent dans les villes
gouverné par différentes coalitions de gauche depuis très longtemps. Mais comme ils dépendent de ces ressources, il y a toujours une relation conflictuelle et une tension parce que ils y appartiennent pas. Donc ils y viennent, ils y sont invités, ils se sentent exploités, manipulés, il y a des coupes budgétaires, on n'a plus de ressources, etc. Et très vite, certains militants, pas tous, commencent à parler de la politique. Là, ce n'est plus masculin, c'est féminin, c'est la politique, et c'est la politique au sens, comme disait Paul à l'instant aussi, noble de la politique. Donc nous faisons de la vraie politique. Et à ce moment-là, il y a une dizaine d'années, ils commencent à parler de la politique et à revendiquer le droit, la nécessité et la légitimité de faire de la politique. Et ceci pose un énorme problème à la vie associative et aux formes d'engagement qui sont les leurs, parce que le politique, pour leur donner de l'argent, comme vient de dire la Ligue des droits de l'homme, leur exige de ne pas faire de la politique, c'est-à-dire de ne pas faire de la politique partisane, de ne pas se mêler de l'espace du conflit politique. Si vous voulez des sous, vous faites pas de la politique. Donc ils sont coincés et ils disent « le politique nous empêche de faire de la politique, mais nous faisons de la politique ». Bon. Puis, par exemple, je commence mon terrain, donc je commence à aller voir ces gens dans leur lieu, dans leur quartier, et j'arrive à Roubaix, dans le quartier du Pile, un quartier de logement privé, mais très pauvre, un vrai désert social, une situation vraiment très dure. J'ai peu de fois vu en France une situation aussi dure avec des maisons de courée, des anciens ouvriers de l'industrie textile, pour beaucoup venus de la migration, qui sont murés. Il y a plus de commerce, le quartier a perdu une énorme partie de sa population. Et qu'est-ce que je vois donc au centre de locaux de cette association? Une phrase d'Abdelmalek Sayad, le sociologue d'origine algérienne, où dit, c'est marqué « exister, c'est exister politiquement ». Abdelmalek Sayad. Et après, ils mettent ça dans tous leurs courriers. Et je vais découvrir qu'ils font une campagne depuis longtemps pour l'inscription dans les listes électorales. Et donc évidemment, ça ne plaît pas à la mairie de Roubaix, surtout après que les élections les ont fait changer de bord. Un autre de Strasbourg, qui milite aussi à Marseille et qui fait du travail dans la culture, dans le théâtre, il m'explique qu'il a essaimé, qu'il a maintenant une association, mais qu'il a essaimé nombre de petites associations, de petits groupes de théâtre, parfois liés au mouvement hip-hop, parfois pas, et qu'il a compris depuis longtemps, c'est un ancien militant trotskiste qui est allé vers les quartiers, donc il se place, il me dit, je me place maintenant dans un rôle différent, je suis un général, et il y a des troupes derrière moi, et mon rôle, c'est d'aller trouver des sous, parce que sans argent, ils ne peuvent pas fonctionner. Et l'argent que je trouve, je dois le détourner, parce qu'on me donne de l'argent pour faire certaines choses, mais on ne me donne pas pour en faire d'autres, et nous avons besoin de cet argent pour salarier un jeune. Mais je ne peux pas le salarier, donc je lui donne des sous. Je dis que je vais faire un truc et j'en fais une autre. C'est-à-dire, ils s'aimaient, et ils le sont tous, au bord de la légalité et de la mobilisation des ressources financières, et ça pose un problème politique. Encore une autre militante d'Aubervilliers qui s'occupe des gens, des jeunes garçons, plus de 90% des gens, 95% des gens en prison en France, ce sont des hommes, donc ils s'occupent des garçons qui sortent de prison. Et je vois ce travail pendant le Covid, pendant le confinement, où un nombre important ont été libérés par crainte de la diffusion du virus dans les institutions carcérales. Et je vois la détresse énorme de ces gens, parce que les trafics sont coupés, ils n'ont plus d'accès à la délinquance, ils ne savent pas quoi faire, ils sont dans une situation d'inexistence sociale. Et toute la réflexion de cette dame, avec un courage extraordinaire, qui interroge la masculinité et qui se dit « je ne peux pas travailler avec ces jeunes si je ne travaille pas avec les femmes de ces jeunes ».
Et c'est qui les femmes de ces jeunes? C'est parfois la compagne, c'est souvent la sœur, c'est souvent la mère. Il y a un travail de reconsidération qu'elle fait extraordinairement politique de la relation entre les hommes et les femmes, qui, je vois, diffère, mais diamétralement, des discours sur le genre que j'entends, par exemple, dans les salles de l'université et dans les militants et les militantes plutôt appartenant aux classes moyennes, qui sont dans une situation de cécité par rapport à ce que cette dame met sur le devant de la discussion. Bon, je pourrais continuer à raconter des petites anecdotes qui ont pour moi été d'une évidence absolue que la vie politique de nos démocraties était mise en question par différents bords et par différents entrées par ces militants associatifs qui se disent ne pas être des militants, qui se disent bénévoles la plupart du temps, ou qui se disent habitants parce qu'ils doivent légitimer leur présence devant le politique en pouvant montrer qu'ils sont les représentants légitimes d'un groupe social qui se dit par le territoire, les classes populaires, le segment des classes populaires dont je parle, ou cette facette, cette dimension des classes populaires dont je parle, s'institue, se légitime, se dit, se représente elle-même par l'inscription territoriale. Ce sont les quartiers, ce sont des habitants des quartiers. Mais je ne tarde pas trop, sociologue un tout petit peu expérimenté que je suis, à voir que ces militants ne coïncident pas avec les habitants. Ce n'est pas les mêmes. Ce sont des habitants, mais ils sont souvent aussi en conflit avec les habitants qui ne vivent pas des associations, qui n'ont pas fait de l'association leur vie et leur gagne-pain. Parce que c'est ça la réalité, ces militants gagnent leur vie de leur activité militante sans être complètement professionnalisés parce qu'ils ont du mal à être des vrais permanents et des salariés. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait le timbre et pas tout à fait le post-it non plus de Jacques Guillon, parce que ce sont des militants que je vois de 40, 50 ans, pour la plupart. Ça fait 20, 30 ans qu'ils sont militants, mais ils n'appartiennent pas à une grande association nationale, ça c'est sûr, c'est impossible pour eux de s'inscrire dans une grande organisation nationale. Ils ont énormément de mal, et c'est l'une des difficultés qu'on voit dans ces réunions de la Fondation Abbé Pierre, c'est que ils sont là, ils y viennent 1 année, 2 années, 3, 10 ans, mais ils ont énormément de mal à s'instituer dans une instance de portée nationale. Ils se connaissent, ils sont compagnons de route, etc. Je vais leur imposer 3 conditions pour comme ça très autoritairement, hop, voilà, le sociologue dit que ce sont des militants. Et pour moi, il faut pourquoi il faut essayer d'imposer une conceptualisation? Parce que c'est très flou, c'est très instable, c'est très labile, ça nous glisse entre les doigts. Et on hésite à savoir s'il y a là de la vie politique ou pas. Il me semble que la vie politique de notre démocratie aujourd'hui se joue pour une partie, plus ou moins importante, c'est pas à moi de juger, dans ces espaces-là. Et les conditions que j'en pose sont 3. Le militant, c'est quelqu'un qui descend dans l'arène, s'ébattre pour des ressources qui sont diverses. Le logement social, les services publics, l'argent, etc. Et ces ressources sont des ressources qu'il doit aller chercher pour son groupe, mais aussi pour eux-mêmes, en tant qu'organisation et en tant que personne. Ils y vont aussi dans l'espace public, et je reviendrai à l'instant. Et c'est pas pareil l'arène que l'espace public. L'arène, c'est l'espace des intérêts, de la matérialité, du conflit dur, âpre, qui fait mal. Et l'espace public est l'espace symbolique. La parole, les façons de nommer le monde, de dire de quoi la réalité est faite. Est-ce que nous faisons de la politique? Est-ce que vous êtes le politique? Est-ce que la politique légitime est de quel côté? Le politique, ce sont tous de corrompus qui ne représentent personne. Nous sommes les vrais représentants
et nous faisons de la politique noble. Bon, il y a une conflictualité symbolique qui est là et à laquelle ils participent. Et puis, la troisième chose, c'est que ces militants ne sont pas là pour représenter, c'est comme ça que j'aime les considérer, contre ce qu'ils disent eux-mêmes et contre ce qui est la vie politique institutionnelle leur demande de représenter ces quartiers. Je pense qu'ils produisent un collectif, ou en tout cas qu'ils tentent de le faire et que c'est l'une des tâches les plus difficiles, mais qui les engage justement. La politique n'est pas là pour dire ce qui se passe en amont dans la vie sociale, la politique est là pour faire la vie sociale. Elle la module, elle la façonne, elle la construit. Et ça, c'est à contresens d'une espèce de sens commun, au sens de sens partagé aujourd'hui de la politique, selon laquelle la vie politique devrait représenter ce que nous voulons, ce que nous souhaitons, nos aspirations, etc. Et c'est beaucoup plus général que les classes populaires. Je pense qu'il y a là une grande difficulté contemporaine qui est celle d'assumer que la politique n'est pas là simplement pour représenter des intérêts qui seraient faits en amont dans la vie sociale, mais qu'elle est là pour produire le social, pour le façonner, par exemple, pour réunir ce qui est éclaté, ce qui est dispersé, ou au contraire, pour diviser. Je finis sans pouvoir finir, parce que j'ai mal géré mon temps, mais c'est pas grave, il y aura des questions peut-être. Pas ce matin. Pas ce matin, dans les ateliers alors. Ces militants sont confrontés à un immense problème qui a trait à ces deux dernières dimensions de la vie militante et dont ils se plaignent, je les entends se plaindre année après année et à tout moment, qui est le fait de parler en leur propre nom et de pouvoir être entendus et que leur voix ait une présence dans l'espace social et dans l'espace politique et dans l'espace public. C'est assez paradoxal parce qu'ils ont une voix, ils parlent de leur propre nom et beaucoup de ces militants que j'ai interviewés, avec lesquels j'ai travaillé, ont une trajectoire politique et une présence. Ils sont dans la presse, ils sont consultés, ils sont connus du personnel politique, etc. Mais ils se plaignent et finalement ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent du fait qu'ils n'écrivent pas, que la plume ou le clavier est pris par d'autres, le sociologue, le journaliste, les hommes politiques, qui disent ce qui leur arrive à leur place et qui osent ou lèvent le registre discursif à un espace auquel ils ont du mal à accéder. Ils ont là une énorme difficulté à vaincre. Personne ne peut le faire sauf eux-mêmes, mais ils sont un peu comme un névrosé freudien, quoi. Pardonnez-moi mon côté argentin, c'est-à-dire qu'il se plaint de ce qu'il ne fait pas lui-même. Et donc, personne ne peut résoudre cette question à leur place. Et c'est normal que les autres acteurs de la vie politique leur mettent des bâtons dans les roues, leur rendent la vie difficile, parce que la vie politique n'est pas c'est pas un monde de roses, elle est difficile et âpre, et donc c'est quelque chose qui doit faire partie du combat vers lequel ils doivent aller, casser les portes, imposer des codes, imposer des nouveaux mots, etc. Ce qu'ils font partiellement, mais ils en voudraient plus. Et ils savent pas comment faire, ils sont dans cette impasse. Il y en a d'autres, je pourrais parler un peu plus, mais j'ai peur que Paul me regarde de travers, donc je finis par là sans véritablement finir. Merci.